Bonjour. Il n'y a aucun problème avec la carrosserie elle-même de l'Audi Q7 de première génération. Et s'il y en a, il résulte du manque d'attention des utilisateurs pour ces voitures, ou, par exemple, de la conduite tout-terrain, plutôt que du manque réel de raffinement. De la structure. Il faut garder à l'esprit que le Q7 4L est le premier SUV d'Audi. Ils ont donc essayé d'atteindre un niveau vraiment solide. L'un des rares problèmes récurrents de carrosserie est le toit ouvrant panoramique en option qui fait des bruits indésirables. La lubrification des joints peut aider. De plus, vous devez vérifier la perméabilité des canaux de drainage, car s'ils sont obstrués, de l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur du véhicule. L'un des problèmes les plus intéressants, bien que peu courant, est le risque de rupture du bras d'essuie-glace côté passager. On peut en dire un peu plus sur le système électrique et l'électronique. Les défauts peuvent affecter le système de verrouillage centralisé, avec un accent particulier sur le système d'entrée sans clé. L'un des symptômes peut être que la voiture ne déverrouille pas les serrures après avoir saisi la poignée, mais seulement après l'avoir tirée. Pour ouvrir la porte, il faut tirer à nouveau sur la poignée. Le remplacement des poignées de porte peut être utile dans de tels cas. De plus, le panneau de commande du système multimédia MMI, Multimedia Interface, tombe souvent en panne, et les utilisateurs du Q7 sont responsables de bon nombre de ces pannes. Il y a une place pour les boissons à côté, et le panneau MMI est souvent inondé. Il convient également de vérifier soigneusement les voitures équipées d'un attelage. Les erreurs dans le fonctionnement du système électrique se produisent plus souvent que dans d'autres. De plus, le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation nécessite une inspection. Notamment en mode chauffage, une odeur désagréable de vapeur de carburant peut s'échapper des bouches d'aération et parfois le ventilateur cesse de fonctionner. Le fonctionnement du haillon à ouverture-fermeture électrique nécessite une inspection. Si le pare-brise de la voiture a été remplacé et si cela n'a pas été fait de manière professionnelle, le capteur crépusculaire peut ne pas fonctionner correctement, ce qui entraînera l'allumage et l'extinction des lumières trop rapidement ou trop lentement, ou simplement leur fonctionnement aléatoire. Il y a quelques problèmes potentiels supplémentaires à décrire ici, même si cela dépend beaucoup de la configuration de la voiture. Commençons par la suspension pneumatique, qui est optionnelle dans la plupart des versions. En cas de fuite, la suspension peut s'abaisser d'un côté, puis l'ordinateur essaiera de compenser et d'abaisser également la hauteur de caisse de l'autre côté de la voiture. Ceci, à son tour, conduit à un fonctionnement prolongé du compresseur, pour lequel il n'est pas adapté et peut tomber en panne. Un effet similaire est provoqué par la défaillance d'un relais coopérant avec le compresseur, mais Audi a rapidement commencé à utiliser d'autres relais plus fiables. Cependant, la plupart des sources décrivent la suspension pneumatique du Q7 comme relativement durable et fiable. Autre défaut. Parfois la voiture ne répond plus au changement de mode de suspension. Il arrive que la direction assistée ne diminue pas après avoir dépassé les vitesses de stationnement alors qu'elle devrait le faire. Il convient de rappeler que les versions de base du Q7 avaient une suspension conventionnelle sans soufflet pneumatique. Il ne pose pas de problème majeur. Et, de plus, son fonctionnement et sa réparation sont relativement peu coûteux. Bien qu'il ne s'agisse pas de panne au sens littéral du terme, il faut garder à l'esprit que les freins d'origine ont tendance à surchauffer lors d'une conduite dynamique, en particulier dans les versions équipées de moteurs V8. Les pneus s'usent rapidement, surtout en conduite dynamique. La première génération de l'Audi Q7 était proposée avec 3 moteurs essence, le plus petit d'entre eux, introduit en 2010 et équipé d'un compresseur mécanique 3.0 TFSI, était disponible en 2 versions de puissance, 272 et 333 chevaux. De 2005 à 2010, un moteur 4,2 V8 FSI de 350 chevaux était proposé, et de 2006 à 2010, un 3,6 VR6 FSI de 280 chevaux. Comme l'indiquent les marquages FSI, tous les moteurs à essence sont dotés d'une injection directe de carburant, ce qui entraîne des problèmes potentiels de dépôt de carbone. Dans le V8 4.2, si quelque chose arrive, il s'agit généralement des régleurs de calage des soupapes ou de fuite d'huile et de carburant. Dans les voitures plus anciennes, jusqu'à fin 2008, des collecteurs d'admission instables étaient utilisés. Le lot Q7 avec moteur 3.6 et 4.2 FSI avait des capteurs de pression de carburant défectueux, un entretien a été effectué. Les voitures fabriquées après mars 2008 devraient être exemptes de ce défaut, mais même les plus anciennes ont probablement été réparées ou améliorées il y a longtemps. Jusqu'en 2007, les moteurs 3.6 avaient des pompes à huile défectueuses, ou plutôt des supports défectueux de ces pompes, ce qui, dans des cas extrêmes, pouvait entraîner une diminution de la pression de lubrification ou une diminution de la tension de la chaîne de distribution. Lors de l'inspection, il convient de vérifier si cela a déjà été corrigé dans un spécifique Q7. Les moteurs 3.0 TFSI les plus récents ne se distinguent pas négativement des autres groupes motopropulseurs. Le problème le plus courant est l'augmentation de la consommation d'huile. En 2016, une campagne de service a été annoncée pour les tendeurs de distribution défectueux.
La campagne couvrait le Q7 3.0 TFSI pendant toute la période de production, c'est-à-dire jusqu'en 2015. Ce défaut se manifeste généralement par un bruit de cliquetis durant d'1 seconde à 3 secondes. L'accumulation de dépôts de carbone a été quelque peu réduite, mais des fuites de carburant peuvent également se produire ici. Dans tous les moteurs essence Audi Q7, 4L, les pannes peuvent affecter les injecteurs et les bobines d'allumage. Également en ce qui concerne les moteurs diesel, vous aviez le choix entre 3 moteurs, bien que le 3.0 TDI lui-même soit disponible en 4 versions de puissance, de 204 à 245 chevaux. De plus, même les plus anciens, 233 chevaux, n'ont pas besoin d'être recommandés de manière particulière, car même si les unités EA896 ont été améliorées au fil du temps, il n'y a pas d'accumulation de défauts graves. À quoi faut-il faire attention? Principalement sur les collecteurs d'admission, il existe un risque que les volets se brisent et tombent dans les cylindres. Parfois, les injecteurs sortent de leur siège. Vous pouvez vérifier, corriger leur montage. L'amortisseur de vibration de la poulie peut nécessiter une attention particulière. En cas de défaillance, la partie intérieure de la poulie peut se séparer de la partie extérieure, ce qui empêchera le fonctionnement de la courroie multirainure, et donc, par exemple, de l'alternateur. Les culasses doivent être vérifiées pour déceler des fissures et les joints de culasse peuvent causer des problèmes. Cependant, ce n'est pas une règle, et certains soupçonnent que cela est lié à une utilisation trop rapide des performances du moteur, c'est-à-dire avant qu'il ne chauffe correctement. Globalement, des moteurs performants. Avec un petit bémol. La distribution par chaîne extrêmement compliquée, qui jusqu'en 2010 comptait 4 chaînes, et après 2010 2, ce qui ne réduisait pas la difficulté de remplacement. Il est construit derrière le moteur, ce qui augmente encore le coût. Les moteurs 4.2 V8 TDI, 326-340 chevaux, ont également du succès. Dans la pratique, la seule raison pour laquelle ils ne sont pas plus populaires est que le 3.0 suffit à la plupart des gens. Presque tous les coûts, à l'exception de l'entretien programmé, du 4.2 TDI sont liés à l'usure opérationnelle normale, par exemple des turbocompresseurs ou des injecteurs. Le calage et comme sur d'autres diesels, le filtre DPF peuvent poser des problèmes. La dernière option est le puissant moteur 5.9 V12 TDI d'une puissance de 500 chevaux, installé uniquement dans l'Audi Q7 4L, proposé sous la désignation commerciale 6.0 et structurellement lié au 3.0 TDI. Il n'est pas moins durable que les unités plus petites, mais les coûts d'exploitation et de maintenance sont astronomiques. Et il faut également faire attention au volet du collecteur d'admission. Vous pouvez en savoir plus sur le V12 TDI ici. Presque toutes les unités Audi Q7, 4L, ont quitté l'usine avec des boîtes de vitesses automatiques à convertisseur de couple et une transmission intégrale 4 utilisant un différentiel Torsen. Commençons par la transmission. C'est, du moins par rapport à la concurrence, une solution très durable et assez efficace sur des terrains plus légers. Jusqu'au lifting de 2010, les boîtes de vitesses automatiques comportaient 6 rapports, puis elles ont été remplacées par des boîtes à 8 rapports moins à l'exception de la version V12 TDI, qui disposait de 6 rapports jusqu'à la fin de la production en 2012. Une boîte plus ancienne est considérée comme assez solide, à condition qu'elle soit bien entretenue et entretenue régulièrement. Bien sûr, des pannes peuvent survenir, par exemple au niveau du convertisseur. Mais ce n'est pas un phénomène grave. La transmission la plus récente ne risque pas non plus de provoquer des pannes soudaines. Elle peut simplement être plus sensible aux conditions de fonctionnement difficiles. Théoriquement, la boîte de vitesse manuelle se retrouve dans la version 3.6 FSI, mais en pratique c'est un jeu d'enfant. Pour cette raison, il est difficile de dire quoi que ce soit sur la durabilité de cet équipement, même si vous n'avez probablement pas à vous en soucier. Mais si vous aviez déjà une telle voiture, vous verriez probablement une surprise sans fin dans les yeux des mécaniciens. Vous pourriez penser que puisque rien de grave n'arrive à ces voitures, vous pourriez acheter aveuglément quelque chose comme ça sur un modèle récent, par exemple au lieu d'une nouvelle Golf du showroom. Si une telle pensée vous vient à l'esprit, débarrassez-vous-en immédiatement, car la Q7 est tout simplement une voiture coûteuse à entretenir. Pneus et freins. Vous avez lu, vous avez vu. La consommation de carburant elle-même n'est pas non plus la plus basse. Oui, des exemplaires bien conservés de l'Audi Q7 de première génération sont un bon choix par rapport à la concurrence, mais cela coûtera beaucoup d'argent à votre portefeuille, même s'il est entièrement fonctionnel, et en tant que SUV de classe supérieure, il a le droit de le faire. Faites-le, en particulier dans les versions V8 et V12. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.